Après avoir traversé 7 montagnes et 7 mers, on n'arrive pas encore au Yunnan. Il est presque aussi loin que la Lune, et celui qui en vient de la Lune. Toutes sortes de proverbes chinois traduisent l'éloignement de la province du Yunnan. Un isolement qui lui a donné depuis toujours une réputation de contrée rebelle, même si sa capitale Kunming ressemble à toutes les grandes métropoles de la Chine. Son histoire ne se lit plus dans les vestiges de la cité, et ni les petits pains à la française, ni les avenues bordées de platanes ne suffisent à révéler son passé. Non, c'est au sol que résistent les traces d'une histoire hors du commun. Depuis le début du siècle, les rails de la mémoire traversent le Yunnan chinois jusqu'au Vietnam. C'était au temps de l'Empire, des seigneurs de la guerre et des convoitises étrangères qui pesaient sur la Chine. C'était au temps de la présence française. À cette époque, beaucoup de paysans yunanais quittaient leur campagne pour s'installer en ville, cherchant à fuir les famines terribles qui décimaient les populations. Les petits métiers et le commerce étaient plus rentables qu'ailleurs, depuis que les Français, venus de l'Indochine voisine, s'étaient installés dans la région. Dans les années 20, les colons français contrôlaient les postes, les banques et la ligne du chemin de fer du Yunnan. Baptisé Nanjiang, la frontière du Sud, le train de voyageurs relie Kunming à Eku, dernière halte avant le Vietnam. Le voyage, ralenti par d'innombrables étapes, dure près d'une journée entière. En l'absence de route, toute la région de Vantang dépend du train. Les rails sont un chemin que l'on emprunte pour se rendre au champ, à l'école ou au marché. Installé au cœur du pays des Miao, le marché de Vantang attire aussi d'autres nationalités, des familles venues de loin, en train ou à pied, en suivant les rails. C'est l'occasion de faire ses courses, d'échanger des nouvelles ou de fumer une pipe de tabac local. Une fois par semaine, Chen, comme les autres paysans de la région, se rend au marché de la gare de Vantang,
pour vendre une partie de sa récolte et acheter des provisions. Ce train, ce sont les Français qui l'ont construit. Mais je ne sais pas quand. Ce sont les Français. Mon papa y a participé. Il a travaillé comme maçon. Il faisait des ouvrages en pierre. Quand nous étions petits, il faut le dire, nous y avons participé aussi, il le fallait. Ce chemin de fer, il faut toujours le faire et le défaire. Comme pendant la guerre mondiale. On a tout détruit et ensuite il a fallu le reconstruire. La liaison Hanoï-Yunnan-Phu fut officiellement inaugurée en 1910. Le rêve se réalisait alors pour le gouvernement français de l'époque, qui voyait dans ce chemin de fer une ingénieuse passerelle pour pénétrer en Chine. Le train pouvait alors ravitailler en armes les seigneurs de la guerre alliés à la France et exporter les richesses du Yunnan vers l'Indochine française. En 1920, l'homme qui veillait aux intérêts de la lointaine patrie, le consul de France, s'appelait Albert Baudard. Son fils est devenu l'écrivain Lucien Baudard. Lorsqu'il était consul de Yunnan-Phu, mon père était particulièrement fier du chemin de fer. Il y voyait une sorte de consécration de l'intelligence française, de la virtuosité française. Ce chemin de fer était un chef-d'œuvre. Quant à moi, je l'avais pris souvent, et j'en aimais la sauvagerie. Le Yunnan avait une valeur, mais surtout une valeur stratégique. Il dominait tout le sud-est asiatique. Et puis, il y avait les richesses naturelles, qui consistaient surtout dans l'étain et dans d'autres mines de cuivre et d'argent. La principale richesse, si je peux dire, c'était l'opium. Et mon père achetait de l'opium et vendait des armes aux seigneurs de la guerre, tout ça très légalement. L'opium était destiné à la régie de l'opium de l'Indochine. L'opium était réceptionné, transformé, fabriqué par la régie de l'opium, comme sont les cigarettes en France. Et en échange, on y vendait des armes. Les seigneurs de la guerre avaient toujours besoin d'armes. C'était un troc parfait. Après la Révolution, le pouvoir communiste a remplacé la culture du pavot par le riz, le maïs, les cacahuètes et d'autres plantations. Aujourd'hui, seul l'opium de contrebande venu de Birmanie ou de Thaïlande emprunte parfois les routes du Yunnan. Les anciens planteurs de pavots sont devenus des petits exploitants agricoles et des éleveurs. Ici, on se règle sur le train pour vivre et travailler. Ces jours-ci, il y a moins de travail dans les champs, alors je m'occupe des bêtes. Quand le train de 8 heures passe, on sait qu'il faut mener les chèvres et les vaches sur les pâturages. À midi, quand le train de marchandises arrive, c'est l'heure du déjeuner. Et à 6 heures, quand le train de voyageurs repasse, on sait que c'est l'heure de redescendre au village. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Li habite avec toute sa famille un petit village traditionnel que son père a construit près de la ligne de chemin de fer. Nous sommes montés ici pour construire un muret. Nous travaillons depuis 2 jours. C'est pour protéger nos cultures des bêtes. Nous n'avons que ça à manger. Il faudra avoir une bonne récolte. On ne va pas tirer grand-chose de cette terre, mais ça nous suffit. Nous ne sommes pas nombreux à vivre ici, seulement 7 ou 8 familles.
Dans tous les villages en bordure de la voie ferrée, le train décide parfois du repas en sacrifiant une bête trop imprudente. Si on ne les surveille pas, les chèvres montent parfois seules sur les rails. C'est ce qui est arrivé à celle-ci. Il faut les mener au pâturage, sinon on ne peut pas éviter les accidents. Mais le train n'est pas aussi dangereux qu'une voiture. Il passe régulièrement, alors nous nous habituons à ces horaires. Nos enfants, eux, n'osent pas trop monter sur la voie ferrée. Ce sont les parents qui les accompagnent quand ils veulent grimper dans la montagne. Les habitants de ce côté-ci de la montagne sont des Miao, une des 28 ethnies qui peuplent le Yunnan. Depuis quelques années, Pékin accepte de distinguer les particularités de ces minorités, leur accorde le choix d'avoir 2 enfants, contrairement aux autres familles chinoises qui n'en ont qu'un. Depuis peu, Pékin leur reconnaît aussi le droit de pratiquer leur religion. Le Yunnan est une mosaïque de peuples, de langues et de croyances. D'un versant à l'autre d'une montagne, des bouddhistes côtoient des chrétiens ou des musulmans, dans une cohabitation relativement paisible. Nous, les Miao, nous nous installons toujours dans les montagnes, près du chemin de fer. Nous cultivons des céréales et des légumes et aussi du lin pour tisser nos vêtements. Si on habite près du train, c'est pour le prendre quand on va à la ville au marché. C'est pratique pour vendre nos récoltes, acheter du sel, de l'huile et d'autres provisions. Depuis la disparition de l'opium, l'étain reste la principale richesse du Yunnan. Et c'est toujours le train qui transporte le minerai précieux depuis près d'un siècle. Dans la plaine de Mongzé, l'exploitation de l'étain justifie à elle seule la réfection et l'entretien des voies. Plus fiables, plus modernes, les locomotives diesel ont remplacé les vieilles machines à vapeur et ont chassé avec elles le souvenir des contremaîtres et des chefs de gare coiffés du casque colonial.
la ligne, il n'y a guère que les vieux pour se souvenir des Français qui ont exploité le chemin de fer jusque dans les années 40. Comme Jin, l'ancien mécano de la compagnie indo-chinoise du Yunnan. Nos vieux disaient qu'ils avaient peur de prendre le train. Dans les campagnes, les paysans s'enfuyaient, tout effrayés. Sur tout le trajet de Ikko à Kuning, il y avait plein de monde sur la voie. C'était vraiment dangereux. Ici, c'était la meilleure gare, la plus belle. Les Français se concentraient tous chez nous. Là-bas, c'était la maison du sous-chef de l'équipe des ingénieurs, un Français. Il est mort, écrasé par un train, à Wantang. Il avait 5 enfants. Dans une des salles de la gare de Kaiwan, le train du Yunnan s'est trouvé un musée pour raconter la légendaire construction de la ligne. À cette époque, les ouvriers qui travaillaient dans un environnement de falaise ont dû utiliser toutes sortes de techniques, comme l'aplanissement, le tracé de lignes, la construction de ponts, le creusement de tunnels. Le travail était d'une difficulté extrême. Sur l'ensemble du tracé, il a fallu creuser la voie en épousant la pente de la montagne. Le chemin de fer, il était considéré comme presque impossible à construire. C'était une folie que de faire cela. On appelait ça une tache blanche à l'époque. Les taches blanches en géographie, c'était les taches qu'on voyait sur les atlas et qui désignaient des endroits, des régions pas pénétrées, inconnues, mystérieuses à travers le monde. Et là, c'était une sorte de tache blanche. Parce que la contrée était terrible. Rien que du schiste, du calcaire, morcelé, divisé, des montagnes, des abrupts, des gouffres, tout cela à peu près impossible, très difficile à traverser. Et en plus, c'était la région du paludisme, le paludisme qui condamnait à mort. Donc, à coups de main, à coups de pioche, et cela dans cette région où l'on mourait, où il n'y avait rien, où, qui était désastreuse, dramatique. Alors on faisait venir des Chinois de différentes régions de Chine. On arrivait à en faire venir parfois par l'eau des milliers. On les mettait au travail et puis ça s'arrêtait parce qu'il n'y avait plus de vivants, ils étaient tous morts, ils étaient en fuite. En somme, ce chemin de fer avait été un exploit qui a coûté bien des vies, mais qu'on a réussi à construire malgré la sauvagerie de la nature et le Moyen-Âge de l'histoire. Peng Xiao sillonne la ligne depuis plus de 20 ans. Il n'a pas connu l'époque des Français, mais qu'importe, l'histoire du train court toujours le long de la voie, à la même cadence que les locomotives. Quand je suis arrivé au chemin de fer, le vieux, l'ancien chef de train, nous a raconté l'histoire de cette ligne. Il nous a parlé d'un pont unique au monde, le pont en arbalétrier. Il a dit qu'à l'époque des Français, il y avait un ingénieur, Paul Baudin, qui devait concevoir un pont suspendu entre deux falaises. Il n'y arrivait pas. La fille de l'ingénieur, qui s'appelait Léontine, passait son temps à faire de la couture. Et un jour, devant son père, Léontine a fait tomber sa paire de ciseaux qui s'est fichée comme ça dans le sol. Voilà comment est née l'idée du pont.
Pendant la construction de ce pont et du reste de la ligne, on dit qu'à chaque traverse, un homme est mort. Près de la frontière sino-vietnamienne, la plupart des ouvrages de la ligne ont été détruits au cours de plusieurs conflits. Durant la guerre d'Indochine, les Français ont eux aussi saboté la voie ferrée pour couper l'axe Sino-Viet Minh. Retournement de l'histoire, la ligne de chemin de fer a contribué à la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu, quand les Chinois ravitaillaient les combattants Viet Minh. En 1979, un autre conflit sanglant a opposé la Chine à son ancien allié, le Vietnam, et a détruit une nouvelle fois la ligne aux abords de la frontière. Mais aujourd'hui, après une longue période de tension, il est question de réouvrir prochainement la ligne. Le pont est tout juste reconstruit et des rails flambant neufs relient désormais les deux pays. Le commerce entre les deux rives a repris. En attendant la réouverture de la ligne, quelques camions et beaucoup de vélos convoient des fruits et légumes de part et d'autre de la frontière, et surtout des tonnes de bière brassées en Chine. Notre bière a beaucoup de succès sur le marché vietnamien, surtout dans le nord du pays, mais on en trouve partout dans le Vietnam, jusqu'à Saigon. Nous espérons que le train soit bientôt relié au réseau vietnamien, parce que l'ouverture de la ligne nous sera vraiment très bénéfique. Mais déjà en Chine, on projette de conquérir d'autres montagnes vers l'est pour poser une nouvelle ligne de chemin de fer et sortir définitivement la province du Yunnan de son isolement. Et demain, près d'un siècle après le grand rêve de la France, le train céleste va revivre, comme à ses premiers jours, les voyages des hauts plateaux du Yunnan à la mer du Vietnam.